Mais on va pouvoir y aller. Bonjour à tous, merci d'être présents. On va pouvoir commencer ce petit live réponse aux questions. Merci encore pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Pour commencer, on a une question pour toi, Maxime, qui fait du fitting. Je pense que ça va pouvoir, tu auras des éléments de réponse. C'est Guillaume qui nous demande, est-ce que le bike fitting est indispensable? Donc, pour rappel, le bike fitting, c'est la position, c'est l'étude posturale. Ouais, c'est backfitting, c'est le terme anglais un peu propulsé par Shimano pour tout ce qui est étude posturale. Mais alors, moi, je dis toujours aux clients qui me sollicitent, aux cyclistes, est-ce que vous avez déjà des douleurs particulières avant de vouloir faire une étude posturale? Parce que pour certains, il n'y a pas de douleur. Donc, est-ce qu'il y a une urgence à faire quelque chose ou non? Est-ce que c'est juste pour se rassurer? Est-ce que c'est juste pour un contrôle? Ou est-ce que c'est, voilà, ça tombe, la position, elle peut être complètement hasardeuse, mais être bien faite. Après, comme je dis toujours, un coureur, en étant un peu à l'écoute de ses sensations, il est quasi capable de trouver sa bonne position parce qu'il va sentir qu'il est trop haut, trop en avant. Quand tu expliques un peu le pédalage, bon, à partir de là, tu es capable d'ajuster le recul, etc. Peut-être que en chrono, c'est plus indispensable parce que il faut respecter les cotes imposées par l'UCI. Donc, du coup, à savoir la distance entre l'axe, donc au milieu du boîtier de pédalier, axe prolongateur doit être à 75, dérogation possible à 80, et la selle doit être au minimum à 5 cm de recul, dérogation possible à 0 par rapport à l'axe du boîtier de pédalier. Et on a le droit qu'à une dérogation pour cause morphologique. Donc voilà, vous arrivez au contrôle, on dit voilà, pour cause morphologique, j'ai une dérogation, que ce soit pour la selle ou pour les prolongateurs. Mais voilà, il faut être sûr d'arriver avec ton vélo qui passe au contrôle pour te dire, bon, être sûr de pas à 5 minutes du départ de bouger les prolongateurs ou bouger la selle. Là, côté psychologique et côté position, il y a rien de pire. Donc moi, le bike fitting, c'est pas un élément indispensable. Voilà, il y a des coureurs qui en feront jamais parce qu'ils n'ont jamais eu de douleur, etc. Par contre, dès qu'on commence à avoir des douleurs, comme je dis toujours, des douleurs musculaires liées au vélo, oui, on est d'accord. Là, alors, oui, liées à la position, je voulais dire. Douleur à la nuque, douleur dans le dos, etc. Voilà, là, c'est essentiel d'en faire une. Par contre, quand tu rentres d'une sortie de 5 heures, que tu as mal aux cuisses, tu as des douleurs liées à la fatigue de l'effort, pas liées à la position, là, je peux pas faire grand-chose, en fait. C'est les douleurs qui sont normales. Donc voilà, c'est tout ça à prendre en compte. Et à partir de là, il y a toujours les petites questions, les petits repères. Est-ce que du coup, tu arrives à tenir toute la sortie sur tes poignets? Ou est-ce que du coup, tu tiens ton cintre un peu sur la guidoline, mais pas du coup au creux des poignets? Est-ce que tu arrives à mettre les mains en bas? Est-ce que tu te sens, voilà. Et toutes ces petites questions-là permettent d'ajuster, de savoir si il y a besoin d'un bike fit ou non. Ok. Et est-ce que tu prends en compte, toi, tu as parlé de contre-la-montre, tu prends en compte l'aéro, toi, quand tu fais un fitting? Est-ce que c'est des questions que tu te poses comme ça ou pas Ah, du tout? j'ai pas d'outil, j'ai un outil pour tester sur le terrain, mais j'ai pas encore bien défini le protocole parce que voilà, il y a tout ce qui est conditions météorologiques qui vont influencer le protocole. Et dans la région où je suis, j'ai eu le matos l'année dernière et en juillet, quand j'ai eu le matos, il pleuvait, on avait du vent tous les jours. Donc pour aller faire des mesures aéro et ressortir le lendemain, on est dans des conditions météorologiques complètement différentes, donc c'était ultra compliqué. Mais à l'œil, en fait, tu essayes de voir un petit peu si tout est groupé. Voilà, ça se voit direct entre quelqu'un qui a, on va dire, qui a les bras droits comme ça, la tête bien haute, et quelqu'un qui se met comme ça, bah voilà, ça referme, ça fait une position groupée compacte, on est plus aéro. Donc voilà, c'est plus à l'œil, c'est des questions que je pose. Je prends en compte aussi la souplesse physique. Est-ce que l'athlète est souple? Parce que tenir une position de chrono, c'est ultra agressif. Surtout, admettons, quelqu'un qui fait de l'Ironman et qui veut une position ultra aéro, est-ce que le gain de watts sur l'aéro est perceptible contrairement au gain de confort? Voilà, c'est ça. Tous ces éléments-là, c'est à prendre en compte. Et au final, il n'y a pas une position optimale, je vais dire. Il y a une fenêtre de position optimale. C'est que toi, tu vas venir me voir en juillet, on va faire la position. Je vais te définir la hauteur de selle. On est sur une position, on va dire, pas de laboratoire, mais on est sur home trainer, sans conditions réelles, sans fatigue. Et à partir de là, le lendemain, tu vas rouler, tu vas peut-être te dire, je suis légèrement en bas. Je vais remonter ma selle de 1 ou 2 000. En soi, les normes en termes de degrés, ça ne va pas changer énormément. Mais toi, peut-être au ressenti, tu vas dire, ah bah, je suis mieux posé. Donc du coup, est-ce que ta position est mieux que celle que je t'ai faite la veille? En termes de, au niveau du contrôle, au niveau du fitting, il n'y aura pas d'éléments significatifs. Mais par contre, toi, au ressenti, tu vas dire, ah bah oui, je suis mieux. Donc du coup, voilà, on est plus sur une fenêtre de position. Il n'y a pas une position optimale. Et surtout, il faut garder en tête que la position d'aujourd'hui,
ne sera peut-être pas la même dans celle dans 2 ans. Il y aura un vélo différent avec une géométrie différente et les caractéristiques physiques peuvent évoluer. Une blessure, on prend de l'âge, on est un peu moins souple, on change de travail, on prend une activité plus sédentaire, donc du coup, voilà, on est assis, on passe sur le vélo, il faudrait être plus orienté confort que côté agressif. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut réfléchir quand on achète un vélo, la pratique qu'on veut en faire, nos qualités physiques, est-ce qu'on veut un vélo aéro, est-ce qu'on veut un vélo confort, et à partir de là, voilà, on peut tout orienter derrière pour faire une étude posturale et d'avoir la position qui corresponde le mieux. Et pour terminer mon monologue, je dirais, c'est pas aux cyclistes de s'adapter au vélo. On adapte le vélo aux cyclistes. Mais si tu commences à rouler, d'acheter ton vélo, tu as un cintre combo intégré potence 120 qui ne te convient pas, bah en fait, tu auras toujours une position qui sera bancale parce que c'est pas le cintre qu'il te faudrait ou la longueur de cintre de potence qu'il te faudrait. On a eu aussi des questions d'Amaury. Donc lui, il parle beaucoup d'endurance et de lactate. J'ai l'impression que c'est deux thématiques qui l'intéressent énormément. Donc sa première question, c'est est-ce que sur une sortie en endurance, de faire des sprints répétés, par exemple des sprints de 10 secondes avec 3 minutes de récup, ça laisse le temps à la lactatémie de redescendre ou pas assez? Et est-ce qu'on continue de développer le SV1, donc du coup les qualités d'endurance, en faisant ce type de sprint dans une séance, voilà, on va dire une séance endurance sprint. Donc toi, Ouais. qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, par rapport à la cinétique de la lactatémie, clairement, la lactatémie, il n'aura pas le temps de redescendre en 3 minutes parce que bah, déjà, on peut voir moi sur les tests que je peux faire, il y a une cinétique entre le moment de l'effort et l'élévation derrière de la lactatémie. Et celle-ci, elle prend un petit peu de temps. Alors sur un effort de 10 secondes, c'est peut-être pas pareil qu'un effort de 30 secondes. Je n'ai pas fait de mesure sur un effort de 10 secondes, mais je sais que sur les efforts de 30 secondes, généralement, la valeur max, ça va être entre 5 et 7 minutes après l'effort, avec une récupération passive. Ce qui veut dire que du coup, eh bien, sur un effort où on fait 10 secondes avec 3 minutes de récupération, clairement la lactatémie elle va augmenter. On ne va pas avoir une lactatémie qui va rester stable entre les efforts. Donc si on veut travailler le SV1, est-ce que je pense que c'est optimal ou pas? Euh, Moi je dirais que ça dépend du niveau. Je dirais que ça dépend du niveau parce que bah, voilà, ceux qui vont être plutôt débutants, qui ont que quelques années d'entraînement, pour eux presque tout entraînement développera le SV1. Le SV1, il est principalement dépendant des mitochondries, de l'oxydation des graisses, de voilà, tout ce qui est relié à l'endurance. Et ça, c'est des choses qui se travaillent avec les années d'entraînement. Donc, quelqu'un qui va débuter, il aura une grosse marge de progression sur ce SV1. Et au final, presque tout entraînement développera le SV1. Est-ce que le fait de faire des sprints dans sa séance d'endurance l'aidera à mieux développer le SV1? J'en suis pas sûr. Je pense que voilà, clairement, travailler en endurance simplement, sans rajouter d'intensité supérieure, bah, ça suffira à faire développer le SV1 et ce sera sûrement mieux, sûrement plus optimal parce que voilà, on va rester vraiment sur la filière oxydative qui sera principalement recrutée, donc principalement sur l'oxydation des graisses et je pense que c'est vraiment primordial pour développer le SV1. Donc voilà, après pour voilà, un coureur qui a une grosse marge de progression, ça peut très bien fonctionner. Pour un coureur qui a une marge de progression plus faible, dans ce cas-là, je pense que c'est pas l'exercice optimal et pour travailler au SV1, pour faire progresser le SV1 qui va souvent être déjà très développé sur des coureurs qui vont être très entraînés, le SV1 il peut être vraiment très, très élevé. Dans ce cas-là, alors je l'ai peut-être pas précisé, hein, mais le SV1, on parle du premier seuil, pour ceux qui avaient pas forcément fait le lien, mais on parle voilà du premier seuil qui peut être déjà très élevé, chez ceux qui sont très entraînés et donc dans ce cas-là, le mieux c'est voilà, de travailler sur des blocs, comme on a pu le voir, Tao Geoghegan qui avait partagé notamment un de ses entraînements avec une mesure de lactatémie sur Instagram. Voilà, il faisait des blocs de 30 à 45 minutes à son premier seuil et puis il s'arrêtait là et il essayait pas d'aller au-dessus et pour vraiment, essayer de creuser les derniers watts qu'il peut développer à ce SV1 donc voilà, question de niveau, je pense principalement. Ouais, et puis donc du coup, pour résumer, tu veux développer de l'endurance, tu restes en SV1 ou en dessous de ton seuil lactique 1. Voilà, tu calibres bien tes intensités. Moi, j'aime bien, par exemple, quand je veux travailler la force maximale. Donc du coup, moi sur force maximale, j'entends des sprints ultra courts. Le but, c'est pas de faire des sprints de 10 secondes. Déjà, la Pmax est déjà passé, le pic de force est passé. Donc du coup, je fais faire des sprints de, voilà, je dis entre 5 et 7 secondes. L'idée, c'est vraiment les 4-5 premiers coups de pédale, du gros braquet, faible allure, un effort explosif. Donc là, on est vraiment sur le côté neuromusculaire, recrutement de fibres rapides. Et je mets des récup entre 5 et 7 minutes en fonction de la séance et je propose, admettons, 8, 10, 12 sprints comme ça sur la sortie. Mais donc voilà, c'est vraiment complètement l'opposé. Et le reste de la sortie, on est vraiment sur de l'endurance très basse. Donc Mmh.
voilà, on reste sur l'endurance et quand on fait de la force maximale, on est vraiment sur des efforts très très courts. Mais oui, sinon, en fait, dès qu'on approche de mémoire, la phosphocréatine, on l'a en réserve, ça fonctionne que quelques secondes. Donc, dès qu'on arrive sur des sprints de 7-8 secondes, les filières glycolytiques prennent le relais. Et donc, du coup, il y a accumulation de lactate. Et là, on sort de nos zones. Et derrière, bah, du coup, avant de redevenir dans ton seuil, dans ta zone d'endurance, tu es d'abord en train d'éliminer le lactate. Donc, du coup, voilà, sinon, ça peut être le type de séance voulu. Mais là, il parlait vraiment d'endurance. Donc, si on veut faire de l'endurance, on fait de l'endurance. On commence pas à faire des séances fourre-tout. Mmh. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Il avait une seconde question suite à cela. Est-ce que les entraînements de ce type, donc du coup, de répétition de sprint, ils font partie des entraînements efficaces pour augmenter la clairance du lactate? Alors, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est un peu la même question. Au final, c'est pas forcément l'optimal, la même réponse plutôt. C'est pas forcément optimal. Je pense que voilà, il y a quand même le risque de, en fait, vite trop accumuler de lactate au final et donc de pas finalement trop travailler sur la clairance du lactate parce qu'on va vite être surchargé en lactate et donc voilà, on n'aura pas un effet, on va pas pouvoir tenir dans le temps cet effort comparé à un exercice de lactate shuttling, par exemple, où on va essayer de maintenir une lactatémie quand même assez stable, où là, on peut tenir c'est un exo qui est difficile, mais qui est quand même tenable. On peut faire des séries de 30 à 40 minutes de lactate shuttling, on peut le faire. Alors que de la répétition de sprint, 10 secondes, 3 minutes pendant 40 minutes, c'est long et je suis pas sûr que ça soit bien efficace. Donc voilà, pour moi, c'est quand même pas optimal. Voilà, ça pourra le faire progresser, hein. La clairance de lactate, elle dépend des mitochondries, elle dépend des enzymes qui vont voilà, passer le pyruvatolactate, les enzymes LDH, les transporteurs de lactate, les monocarboxylates. Tout ça, ça travaillera, voilà, ça dès qu'on produit du lactate, les transporteurs de lactate ils vont être sollicités, les enzymes, l'enzyme LDH notamment, elle va être sollicitée. Donc tout ça, on peut imaginer que ça travaillera quand on fait de la répétition de sprint. Après voilà, est-ce que c'est optimal? Je suis pas persuadé, mais voilà, dans une idée aussi peut-être de varier l'entraînement, pourquoi pas? En tout cas, la répétition de sprint, moi je trouve que c'est un exercice qui est relativement intéressant, donc peut-être pas pour la clairance de lactate en priorité, mais ça reste un exercice intéressant. Ouais, après, pareil, toujours, ça dépend toujours aussi de combien de temps on parle de sprint. Est-ce que c'est des sprints de 5 secondes? Est-ce que c'est des sprints de 10 secondes? Est-ce que c'est des sprints de 20, 30 secondes? Et là, c'est clairement des filières différentes qui travaillent et une accumulation de lactate différente. Je me dis, tu vois, par exemple, pour le cyclocross ou le VTT, où on est sur des courses avec de nombreuses relances, le fait de travailler sur des sprints répétés, ça peut aider tu vois, du coup, à accumuler énormément de lactate avec l'enchaînement, pas forcément sur les petites relances, mais à force d'enchaîner avec des temps de récup courts, bah, tu vas habituer ton corps à travailler avec un taux de lactate. Donc, du coup, voilà, accumuler avec l'endurance, théoriquement, tu vas essayer d'améliorer un peu cette capacité de clairance. Mais voilà, ça peut être un type de séance qui colle vraiment avec l'activité. Est-ce que sur Ouais. route, on rencontre ce type d'effort? Peut-être sur les courses cadets, où tu as que ça attaque, ça se fait reprendre, ça réattaque. Mais après, on va toujours adapter et réfléchir un peu par rapport à sa pratique. Mmh. Et ça dépendra aussi de l'intensité de la récupération qu'on fait quoi et de l'intensité du sprint, hein. Si on fait 10 secondes en zone 5 suivi de 3 minutes, autour du premier seuil, ça peut être un très bon exercice de lactate shuttling. Donc voilà, ça dépend de l'intensité au final qu'on y met. Si on fait 10 secondes de sprint maximal avec derrière 3 minutes presque passif, clairement ça sera presque pas optimal parce qu'on va clairement fatiguer très rapidement et on pourra pas en accumuler beaucoup et le travail sur la clairance du lactate, ça sera pas optimal. Ça travaillera, on fera sûrement progresser, mais voilà, quelqu'un qui est déjà bien développé sur cette capacité, ça sera pas le type d'exercice qui fera encore passer un cap et permettre de progresser encore, quoi. Ouais. Et il avait une dernière question, du coup, encore avec les sprints, en rapport avec les sprints. Est-ce que, en fin de sortie, une sortie endurance, faire quelques sprints, ça augmente la vitesse de récupération du corps? Est-ce que pour toi, ça c'est vrai? Est-ce que tu as lu des papiers là-dessus? Non, moi de tête, j'ai jamais rien lu là-dessus, je l'avais jamais entendu celle-là, donc dans l'idée, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre de faire des sprints en fin de sortie. Après, est-ce que ça aidera à récupérer? Dans l'idée comme ça, je vois pas trop pourquoi, faire des sprints aiderait à récupérer. Ça pourrait être intéressant si on peut parler en récupération, par exemple, au niveau du glycogène, ça va être un des facteurs principaux de récupération, ça va être de refaire ses stocks de glycogène, donc ses réserves de glucides. Dans ce cas-là, faire des sprints, ça pourrait permettre, j'imagine, de d'activer, si on peut dire ça, tous les transporteurs du glucose, notamment les GLUT4 qui vont arriver en fait à la sortie de la fibre musculaire pour essayer de récupérer un maximum de glucose parce qu'ils vont en avoir besoin. Et donc dans ce cas-là, quand on va arrêter l'effort, on va avoir déjà
les récepteurs du glucose, les GLUT4 qui vont être bien activés et qui seront prêts à re-remplir les stocks de glycogène. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas? J'ai jamais rien lu là-dessus, mais éventuellement voilà, ça se discute et je pense que j'ai déjà lu des choses en tout cas sur le fait que le faire des hautes intensités, notamment pour parler d'un déblocage veille de course, et ben voilà, ça peut être intéressant de faire la veille de course un petit rappel d'intensité, justement pour aller activer ces récepteurs du glucose qui permettront de restocker un peu plus de glycogène pour la course du lendemain. Donc voilà, dans ce cas-là, pourquoi pas faire quelques sprints en fin de sortie. Après, je pense que ça a aussi d'autres intérêts. Si on veut développer son sprint, développer ses capacités de faire des sprints en fin de sortie aussi, c'est intéressant. En fin de sortie endurance, hein, surtout si on fait des sprints après 4-5 heures, ça peut être vraiment très intéressant, je pense, pour la progression. Et ça entrave pas l'entraînement d'endurance en soi, parce qu'on va quand même accumuler beaucoup de temps en endurance. Et on va pouvoir faire des sprints derrière, développer notre capacité à faire des sprints sur la fatigue, développer aussi notre capacité à sprinter. Enfin, il y a plein d'avantages. Donc pourquoi pas? Et clairement, je pense que c'est une bonne idée. Non, je pense que ça remarque par rapport au sprint et récupération, ça vient du fait que, alors, je me trompe peut-être, mais moi je le vois plutôt pour si tu fais des sprints courts et brefs, on active plutôt le côté un peu pompe des muscles, tu vois, du coup, est-ce que ça accélère la récupération ou non? J'avais toujours entendu même les petites séances de récup le lundi. Alors, est-ce que c'est un papier ou est-ce que j'ai vu un article de blog de dire, bah tiens, en fait, tu vas rouler en zone 1 vraiment cool, et dedans, tu fais 2, 3-5 sprints de quelques secondes, tu vois, en cadence, du coup, pour vraiment activer le côté pompe des muscles, tu vois. Mmh. Parce que du coup, pour côté aider à la récupération, favoriser la circulation sanguine, etc., ça peut avoir peut-être des effets. Mais après, voilà, j'ai plus l'article en tête. Est-ce que c'est un article scientifique qui montre l'intérêt de faire ça ou non? J'ai pas la référence en tête. Mmh. Ouais, dans l'idée, pourquoi pas. Mais dans l'idée, ça peut coller là-dessus pour la récup, de dire, bah oui, c'est sûr, tu es en effort, tu fais juste 2-3 petites secondes en cadence, tu vas accélérer un petit peu la circulation sanguine, éliminer les métabolites, voilà, pourquoi pas. Ouais, pourquoi Je vois pas. pas de contre-indication en fait de dire, bah tiens en fait je veux faire de la récup, pourquoi je ferais pas un petit sprint, qui a complètement rien à voir? Donc, Mmh. je pense que Ouais, ça ouais. peut pas faire de mal. Non, non. Non, non, tant que ça reste un sprint de quelques secondes, on va pas cumuler beaucoup de fatigue avec un sprint de 10 secondes, hein. Donc on peut en faire, pas à volonté, mais on peut en faire quand même quelques-uns, je pense, il y a pas de souci, ouais. On a une question de Catherine sur, non, c'était pas une question de Catherine, celle-ci, c'est une autre personne qui nous avait demandé pour la puissance critique. Est-ce qu'on pourrait la vulgariser, expliquer, voilà, la manière de calculer la puissance critique sur un temps donné? Qu'est-ce que tu peux nous dire, Maxime? Alors, là la question elle est un petit peu vague, tu vois? C'est ce que je t'avais dit, quand tu avais préparé. Est-ce qu'il voulait savoir comment on définit la puissance critique, ou combien de temps on peut tenir cette fameuse puissance critique? Ou est-ce qu'à partir de la puissance critique, on est capable de déterminer, la puissance qu'on va tenir sur X minutes? Tu vois, toi tu la comprendrais comment cette question-là? Bah, plutôt, ouais, justement, comment on peut déterminer à partir de la puissance critique. Heu, ouais, je sais pas exactement, mais comment moi j'imagine c'est plutôt comment on peut déterminer un temps, bah, voilà, à partir de la puissance critique, on peut estimer sur, je sais pas, 302 secondes, la puissance qu'on va pouvoir Ouais, tenir. j'ai recherché mon Excel, j'en avais préparé un, j'ai voulu rechercher, je m'étais pris la tête, j'avais cherché, il y avait une publi qui avait expliqué un petit peu des formules, donc du coup, en prenant en compte le réservoir énergétique, donc W', et en reprenant en compte la puissance critique, on était capable, en fait, tu voulais t'indiquer que, tu voulais savoir ton temps, admettons, sur 7 minutes, et du coup, grâce à ça, tu pouvais modéliser ça. Donc, moi, après, j'avais regardé, ça colle un petit peu, ça peut fonctionner, on va dire, pour quelqu'un qui n'a pas un profil de puissance complet. Tu commences à débuter avec lui, tu lui fais faire son puissance critique, donc voilà, peu importe comment tu l'as défini, en fonction des écoles, on va te dire de faire 2 intensités, 3, 4 intensités, voilà. Moi, je préfère faire du 3 et 12, ça se cale assez bien dans une séance. Et en fait, tu peux dire à partir de là, tu peux, on va dire, limite dessiner le profil de puissance juste à partir d'une sortie. Tu fais sur la même séance, 3 et 12 minutes? 3 et 12 toujours dans la même séance, moi. Alors OK. après, pareil, il y a des études qui te disent que pour un athlète entraîné, tu peux te permettre de le faire sur 2 séances différentes. Mais le 3 et 12, voilà, je dis toujours à mon coureur, en fin d'échauffement, tu sors ton 3 minutes, et ton 12 minutes, tu le fais après, au moins une demi-heure après. Ça te fait une belle petite séance. Tu cales ça sur 2 heures. Au final, ça fait que 15 minutes d'effort sur une sortie. Ça se fait assez bien quand même. Sachant que, par exemple, par chez moi, on n'a pas forcément de montée complète de 12 minutes, impossible. Donc du coup, je dis toujours de le faire sur le terrain sur lequel on s'entraîne.
Donc, du coup, déjà 12 minutes, préparer un parcours de 12 minutes sans stop, sans feu rouge, sans complication, on va dire, à cause de la circulation ou à cause de la signalisation. C'est déjà, ça demande un certain engagement, une certaine concentration. Donc, au-delà, c'est compliqué. C'est ce que les publics scientifiques indiquent, qu'au-delà de 15 minutes, ça commence à être un engagement et une motivation qui devient compliqué. Et les efforts en dessous de 3 minutes, voilà, ils préconisent pas en dessous de 3. Donc, du coup, tu vois, je me suis dit 3 et 12, moi, ça me convient très bien. Et je trouve que les valeurs que j'en obtiens sont assez cohérentes sur le terrain. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Et on avait une question, du coup, cette fois de Catherine. Comment limiter l'apparition des crampes dans les épreuves longues type marathon? Qu'est-ce que tu en penses, Maxime? Alors, ça, je pense que tu es peut-être le plus amené à répondre par rapport à ta formation où tu as fait un petit bonus sur les crampes. Donc, ça, c'est plutôt un peu ta spécialité. Ce que j'en retiens et de ce que moi j'avais commencé à noter de côté, donc bien avant ta formation, c'est qu'on a toujours tendance à dire que les crampes, c'est lié à la déshydratation, mais il n'y a pas forcément de lien scientifique. On est plus sur une crampe, c'est plus lié à la fatigue. Donc, c'est des contractions musculaires, donc c'est plus lié à la fatigue. Et donc, du coup, bah voilà, sur l'ultra-marathon, la fatigue, elle est normale. Donc, du coup, pour compenser, il faut avoir des stocks glucidiques assez importants, du coup, parce qu'on sait que dès qu'on a des stocks glucidiques limités, on a une fatigue qui arrive de plus en plus rapidement et de plus en plus forte. Donc, je pense que tu peux rajouter peut-être des points là-dessus, Mathieu, qui sont plus précis que ce que je dis. Mais déjà, en fait, sur l'ultramarathon, on peut dire déjà de bien s'alimenter. On disait toujours, moi, on m'a toujours dit d'avoir des boissons, donc du coup, avec des électrolytes pour tout ce qui est minéraux, etc. Voilà, c'est important. Donc, du coup, si on prend les minéraux qu'il faut dans notre bidon, plus des boissons à base de glucides, plus l'alimentation, voilà, qu'on se cale un bon petit protocole qui permet de bien compenser pas les pertes, mais de bien compenser ce que le corps a déjà utilisé, on devrait limiter la fatigue liée à tout ça. Ouais, ouais, non, c'est ça, c'est clairement, c'est en tout cas ce qui ressort actuellement de la littérature, c'est la fatigue neuromusculaire comme cause des crampes. Parce il y a plein d'études qui montrent qu'au final, les crampes, elles sont pas liées à la déshydratation ou à la perte d'électrolytes. Voilà, quand ils mesurent la déshydratation sur des personnes qui ont des crampes, généralement, ils sont pas plus déshydratés que les autres. Donc cette hypothèse-là a été écartée et c'est plutôt l'hypothèse de la fatigue neuromusculaire, du coup, qui induirait un changement de l'activité nerveuse, augmenterait l'activité du coup, de certains muscles qui causerait du coup la crampe dans ce muscle. Et donc dans ce cas, voilà, tout ce qui va être pour réduire la fatigue, ça pourra aider, donc notamment la stratégie en glucides. Donc c'est pour ça que j'en parle dans ma formation nutrition performance pendant l'effort. Donc voilà, clairement, il faudra établir une stratégie qui permette d'apporter suffisamment de glucides pendant l'effort. Ça sera voilà, une bonne solution pour lutter contre les crampes. Généralement, ça marche. Généralement, des fois, voilà, et des fois, il faut chercher plus loin parce que ça suffit pas. Et dans ce cas-là, il y a encore plein d'autres hypothèses. Ça peut être le stress. Dans ce cas-là, bon, c'est pas forcément une hypothèse facile sur laquelle on peut agir. Il y a tout ce qui est médicaments, stimulants, tout ce qui est caféine notamment. Je sais quoi, là, je suis un coureur chez qui j'ai réduit la caféine, et bien ça s'est mieux passé. Donc voilà, il y a plein de façons sur lesquelles on peut agir. Malheureusement, il peut y avoir aussi des prédispositions génétiques, voilà, des maladies aussi sous-jacentes. Donc des fois, on ne peut pas forcément agir sur les crampes et ça peut être signe de quelque chose. Donc dans ce cas-là, j'encourage moi à en discuter avec un médecin voilà, qui connaîtra votre passif de maladie, etc. et qui pourra ça pourra peut-être l'alerter sur quelque chose. Après, il y a du renforcement spécifique qu'on peut faire. Ça peut être la fatigue neuromusculaire dans un muscle, elle peut être causée voilà, par le manque de contrôle, notamment par une faiblesse dans ce muscle précis. Et donc, dans ce cas-là, on va faire du renforcement spécifique dans ce muscle-là, donc avec de l'isométrie par exemple, ou avec voilà, enfin, n'importe quel renforcement spécifique peut être intéressant. Si on se met dans la bonne angulation, généralement, les crampes, elles apparaissent dans une angulation spécifique. Elles apparaissent pas, déjà, elles apparaissent pas quand on est complètement étendu, si on veut. On est plus généralement en position de raccourcissement. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on peut travailler dans cette position-là, sur le muscle spécifique où on a la crampe. Et puis voilà, généralement, c'est des muscles quand même assez faibles. Enfin, ça peut arriver que ce soit les ischios, les mollets. Et voilà, généralement, c'est pas un hasard. Si ça arrive aux ischios, aux mollets, c'est que c'est des muscles qui sont un peu plus faibles que les autres et il faut dans ce cas-là renforcer. Et ça peut permettre de passer les crampes. Après, voilà, l'entraînement, si on veut limiter la fatigue, le mieux, ça reste quand même d'être bien entraîné. Si c'est une épreuve, là, tu nous parlais de marathon, voilà, si on est habitué à courir, que notre charge d'entraînement est cohérente, qu'on a augmenté la charge et qu'on est prêt à faire un marathon, normalement, il n'y aura pas de souci.
Si on se lance dans un marathon et qu'on n'a jamais dépassé 1 heure de course à pied, bah forcément, au bout de 3 heures de course à pied, ça risque d'être compliqué. Donc, dans ce cas-là, voilà, un bon entraînement, un entraînement équilibré, une bonne mesure de charge, ça pourra permettre d'éviter, en tout cas de limiter les risques de crampes. Après, il y a quelques stratégies un peu tampons, un peu de solutions de secours sur lesquelles voilà, qu'on peut utiliser si tu sais que tu es particulièrement susceptible d'avoir des crampes. Dans ce cas-là, bah, il y a quelques études qui montrent que on peut agir sur certains récepteurs, en fait, donc avec du vinaigre, par exemple, donc du jus de citron, de la moutarde, ce genre de choses. On peut agir sur certains récepteurs dans la bouche et le pharynx qui vont déclencher, en fait, une activité au niveau du système nerveux qui va réduire l'activité des motoneurones donc dans les muscles qui subissent la crampe. Et donc dans ce cas-là, bah, voilà, certaines études montrent que c'est efficace. Moi, j'ai jamais essayé. Apparemment, c'est pas très bon, hein, évidemment. Si on prend du jus de cornichon, j'imagine que ça doit pas être fou. Mais si ça permet de réduire les crampes, pourquoi pas? Et donc dans ce cas-là, ouais, il y a quelques solutions qui existent, hein, si on cherche jus de cornichon ou shot généralement pour réduire les crampes. Enfin, il y a tout un tas de, voilà, il y a plusieurs sociétés qui en proposent, donc on peut trouver ça. Je ne recommande pas ça en premier, mais si on sait qu'on a des crampes, ça peut être utile d'avoir ça sur soi au cas où et peut-être que ça peut marcher. Voilà. Ouais, et puis du coup, faut pas oublier aussi on parle d'épreuve marathon, donc course à pied, et le fait d'avoir des impacts répétés traumatise aussi les muscles et du coup accrue une fatigue. On a une fatigue musculaire qui arrive aussi beaucoup plus rapidement. Donc du coup, là, le choix des chaussures est aussi très important. Peut-être des chaussures avec plus d'amorti pour essayer de limiter un petit peu ces impacts. Ou, alors là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par les puristes de la course à pied, mais en ce moment, on a les semelles carbone qui arrivent. On dit qu'elles modifient la foulée et elles aident un petit peu à réduire un peu cette fatigue et le côté où on se tasse dans la chaussure. Donc voilà, sur un marathon, ça peut arriver. On part sur une allure moins forte que sur un 10 km, mais sur le 10 km, on me dit souvent, le mur, on l'a entre 6 et 8 km. Donc le mur où on a l'impression qu'on s'enfonce un peu plus, on a moins voilà, de rebond. Et la semelle carbone permettrait de compenser ce moindre rebond. Donc du coup, est-ce que le fait d'utiliser des chaussures à plaque carbone peut aussi limiter l'apparition de crampes ou limiter l'apparition de fatigue? C'est des questions que je me pose et ça peut être attesté. Donc du coup, quand on voit aujourd'hui la panoplie de chaussures, ça fait comme nous dans le vélo avec les selles, il y a peut-être pas les chaussures qu'elle a actuellement ne lui conviennent peut-être pas, je me trompe peut-être, mais ça peut être une des pistes à chercher et à approfondir. Ouais, c'est possible, ouais. Je suis pas allé dans cette piste parce que j'y connais rien, mais effectivement, c'est possible qu'il y ait un lien, donc à regarder aussi là-dessus. Bon, allez, bah, on va vous remercier en tout cas ceux qui étaient présents. Merci à vous, merci à ceux qui ont posé les questions. Et puis voilà, pour pas louper les prochains webinaires, les prochains articles, hein, on publie quand même des articles assez fréquemment. Et ben, inscrivez-vous au Club Cycliste Performance. Le lien il est dans la description. Vous recevrez par mail, hein, toutes nos dernières informations, des exclusivités sur les formations aussi, quelques promos exclusives. Donc voilà, faudrait pas louper ça. Vous inscrivez, le premier lien est dans la description. Et puis bah, bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée, à la prochaine.